L'union libre est trop libre, des députés socialistes veulent la codifier et à l'image de l'autre union, le mariage, ils proposent la mise au point d'un contrat d'union civile qui comporterait évidemment des droits inexistants aujourd'hui, mais aussi des devoirs. Béatrice Nivois, Hervé Pozzo. En France, 2 millions de couples vivent en union libre, un enfant sur 3 né hors mariage. Pour ceux-là qui ont refusé un engagement rigide, un projet de contrat d'union civile se propose de leur donner des garanties, notamment bénéficier de la sécurité sociale de l'autre ou en cas de décès, ne pas débourser des droits successoraux plus importants que ceux des couples légitimes. Je travaille à des dispositions législatives qui permettraient à ceux qui vivent ensemble sans être mariés de pouvoir régler plus facilement quelques problèmes pratiques de la vie quotidienne, comme acheter ou louer un logement ensemble ou régler des problèmes difficiles des successions lorsque l'un des deux décède. Des dispositions pratiques, juridiques, qui permettraient l'égalité des droits pour tous. Du même coup, les couples homosexuels bénéficieraient de tous ces avantages et verraient leur union reconnue, ce qu'ils demandent depuis des années. Et là commence le vrai débat. Alors s'il faut faire une loi pour homosexuels, ou exactement un droit pour homosexuels, moi je veux bien. Mais c'est certainement pas le même que pour un homme et une femme qui vivent ensemble. Bien sûr que ça concerne des homosexuels et des hétérosexuels, mais ça peut concerner par exemple deux vieilles dames qui vivent ensemble tout simplement parce que la solitude c'est difficile et puis ça coûte moins cher d'avoir un seul logement. Sur les 9 articles de ce projet, un concerne les enfants. Il prévoit l'autorité parentale conjointe. Là aussi, les détracteurs du texte donnent leur réponse. Il y a deux solutions. Ou bien les gens qui vivent hors mariage souhaitent continuer à vivre hors mariage, ou bien ils se marient. Le mariage, ça sert à ça. Cet après-midi, les députés du groupe socialiste ont étudié le projet. Mais de là à le présenter à l'Assemblée, il y a encore un pas qu'ils n'ont pas franchi. Tant il est vrai que ce projet bouleverserait plus la morale que le cadre juridique. En tout cas, le contrat d'union civile ne prévoit pas, comme le mariage, une clause, la fidélité. Mais non, mais moi je voulais te parler des vacances, parce qu'on te signale qu'on a pas... Projet de vacances, projet de couple. On va aller à Strasbourg. Même si entrevoir l'avenir à deux a toujours été un peu compliqué pour Laurent et Stéphane. Un couple qui, au regard de la loi et des autres, vit au seuil de la marginalité. Actuellement, notre couple n'est pas reconnu. Bon, eh bien, vis-à-vis de l'extérieur, lorsqu'on se présente ou lorsqu'on remplit des papiers, on coche dans la case célibataire. On est célibataire vis-à-vis de l'extérieur. Et ça, c'est pas vrai, ça correspond pas à la réalité. Et ça voudrait dire quelque part que notre couple est marginal. Or, nous, on n'est pas des marginaux. Le contrat d'union sociale va donner un statut juridique à leur couple. Un statut qui leur permettra de faire des projets à deux. Ça permet d'avoir notamment un droit au bail commun lorsqu'on cherche un appartement. Vis-à-vis de la banque aussi, ça permet de se présenter en tant que couple. En fait, en Europe, fiscalité, héritage ou tout simplement possibilité de suivre son partenaire en cas de mutation. Et puis et surtout obligation de secours et d'assistance. J'ai des obligations à son égard, quoi. Donc c'est très fort comme geste l'un vers l'autre, quoi. Puis c'est aussi un geste vers la société, c'est montrer que qu'on est bien ensemble, qu'on s'aime et puis que c'est comme ça et puis c'est bien, c'est plutôt sympathique, quoi, non ? Un contrat d'union, pas de mariage. Exclut aussi l'adoption ou l'insémination artificielle. Ce contrat se veut laïque et républicain sans distinction de sexe. Alors ça peut être des couples sexués, homosexuels, hétérosexuels, ça peut être également des étudiants qui partagent une chambre, des personnes âgées, des hébergeants et des hébergés, des situations tout à fait multiples et diverses. Le contrat d'union se fera en mairie, devant un officier d'état civil, dès le vote de la loi. Elisabeth Guigou, le ministre de la Justice, a annoncé la création d'un contrat d'union sociale. Il s'agit de donner un cadre juridique aux couples homosexuels notamment, ces couples qui n'ont pas accès au mariage. C'était un des engagements de la campagne électorale. Valérie Fourniou, Jean-Paul Chausset. Non, il est à côté là, parce qu'il a un déjeuner. Sa vie de couple va changer juridiquement. Le contrat d'union sociale va reconnaître l'existence légale de tous les couples homosexuels. Un contrat qui mettra fin à des situations souvent douloureuses en cas de décès. On n'assistera plus enfin à des situations familiales, conflictuelles où le partenaire pouvait se retrouver spolié totalement par la famille de l'autre.
Le nouveau gouvernement a donc tenu sa promesse électorale. L'union hors mariage de 2 personnes aura maintenant un statut juridique. Mais les associations homosexuelles comptent bien être vigilantes, car le contrat d'union sociale n'inclut pas le cas des couples binationaux, ni celui des fonctionnaires en cas de mutation d'un des 2 partenaires, et puis surtout ce contrat n'est pas un mariage. Si on se base sur un principe d'égalité des droits, demain on réclamera le droit au mariage par exemple, ou le droit à l'adoption, le droit à l'insémination artificielle des femmes célibataires, en particulier des lesbiennes, etc., etc., un peu à l'image de ce qui se passe dans les autres pays européens. Avec ce contrat d'union sociale, la France ne suit pas encore les exemples américains et surtout scandinaves, où les mariages homosexuels sont autorisés, mais elle reconnaît aujourd'hui leur alliance de cœur. Le pacte civil de solidarité, les affrontements verbaux se multiplient entre les pour et les contre. Le groupe socialiste de l'Assemblée nationale s'est prononcé aujourd'hui pour une extension de la plupart des dispositions de ce pacte aux frères et sœurs. Mais cet ajout, qui pourrait prendre la forme d'un amendement dès vendredi, n'est pas de nature à calmer les oppositions. Reportage Jean-Baptiste Prédali, Philippe Deslandes. Les députés discutent rarement de l'évolution des mœurs. Avec le projet de pacte civil de solidarité, ils sont servis. Du coup, pour la rentrée, l'Assemblée s'offre un débat passionné. Un nouveau statut accordé aux couples hétéros ou homosexuels et le clivage gauche-droite reparaît. Il y a un projet qui donne des droits à des couples et qui n'enlève aucun autre droit à d'autres couples, ceux qui ont choisi le mariage. Je ne vois pas ce qui pourrait faire naître polémique ou passion. Je vois que la droite, à la veille de l'examen du pacte en séance plénière, se réveille, inspirée par les porteurs de crucifix, les grenouilles de bénitier et autres sectes religieuses qui cherchent plutôt à défendre je ne sais quelle conception de la famille qui en tout cas n'est plus de mise aujourd'hui. L'opposition va s'opposer en bloc au nom de la famille en dénonçant certains aspects supposés du texte. Je ne suis pas favorable au mariage des homosexuels, c'est très clairement dit. Le mariage est une conquête de la République et je suis attachée à la République. Je suis un élu de banlieue, je sais ce que ça veut dire que le coût social de la décomposition de la famille, et ce texte, au lieu de le résoudre, va encore aggraver les conséquences de la crise de la famille. La tension monte à l'Assemblée. À droite, seul le député RPR, Roselyne Bachelot, accepte le texte et a même proposé de l'étendre aux membres d'une même famille. Mais vendredi, l'opposition va déposer plus de 500 amendements. Ce devait être un débat de société. Ce sera d'abord une bataille de procédure. On va parler maintenant de PAX, le pacte de solidarité. Est-ce que vous appuyez pleinement cette loi? Est-ce que vous en êtes totalement convaincu? Ou est-ce qu'au fond, vous êtes prêt à l'aménager? Ou est-ce qu'il y avait vraiment la nécessité de faire une loi d'ailleurs? Puis est-ce que vous avez évolué vous-même là-dessus? Mais le problème de mon évolution n'est pas tellement important. Si, il était éclairant parce que c'est vrai de beaucoup de gens. Oui, mais alors à travers les années, si vous voulez. Mais dans la campagne législative, j'avais dit que des mesures devraient être prises pour régler par des mesures dans l'ordre fiscal, dans l'ordre social, dans l'ordre successoral, des successions, des problèmes que vivent des personnes qui vivent en commun, qui ont une vie commune et qui ne sont pas soit des hommes et des femmes mariés qui ne choisissent pas le mariage ou à qui d'une certaine façon le mariage est interdit parce que le mariage ou la famille ce sont des institutions particulières et qu'il fallait régler ces problèmes. C'est ce que nous faisons. Et je dois dire que si l'opposition qui a choisi dans cette affaire non pas de s'opposer vraiment par conviction à ces mesures que nous préconisons, parce que je pense que dans son fort intérieur, et quand on discute avec elle, sauf peut-être des milieux de la droite... tout à l'heure, là. De la droite, oui. Enfin, vous les avez montrés. Vous avez montré en quoi ils étaient liés à une secte brésilienne. Pas tous, en quoi... pas tous. Non, enfin, ce sont des éléments qui sont quand même souvent très à droite. Nous rencontrons beaucoup de nos collègues qui comprennent que ces mesures doivent être prises. Ils ont choisi de s'opposer parce qu'il faut s'opposer. Moi, je crois au contraire qu'il devrait y avoir des sujets de société qu'on aborde sans passion pour les faire avancer. Et c'est eux qui créent des problèmes là où il n'y en a pas. Le pacte est un pacte, c'est un contrat entre deux personnes. Certaines, effectivement, peuvent être et sont homosexuels et ont besoin de voir régler un certain nombre de problèmes de leur vie commune. Ne cherchons pas à le cacher, c'est fait aussi pour ça. Certains ne sont pas dans cette situation et ont besoin de choisir ces formes de contrat pour régler des problèmes de leur vie commune. Si on n'y avait pas mis autant de passion
je pense qu'on aurait avancé avec beaucoup moins de troubles. Mais en tout état... Alors, vous disiez justement, pendant ma campagne, j'avais dit qu'il faudra prendre des dispositions, des mesures. Alors, on se demande justement pourquoi une loi qui suscite tant de passion, parce qu'on ne fait rien sans passion dans notre pays, pourquoi ne pas avoir pris des dispositions pour changer le code des impôts, les droits de succession, et ça serait peut-être passé plus tranquillement, alors que maintenant on est dans une proposition de loi qui part un peu dans tous les sens. Pourquoi pas des mesures ponctuelles au lieu d'une loi opéra? D'abord, cette loi ne part pas du tout dans tous les sens. Elle va être abordée demain, présentée par Elisabeth Guigou, et les choses vont se dérouler, à mon sens, normalement. Cette loi sera votée et elle est comprise par les Français, parce qu'ils comprennent qu'en rien cela ne menace l'institution familiale. Le mariage, c'est une institution de la société. La famille, ce sont des parents d'hommes et femmes, avec des enfants. Et là, il ne s'agit pas de cela. Il n'y a ni le devoir du mariage, ni les privilèges, si l'on peut dire, du mariage. Mais justement... En particulier, vous savez très bien que l'adoption est interdite et le restera, que la procréation artificielle permettant donc la filiation est également interdite et le restera. Donc, je pense que c'est un projet qui prend en compte une évolution de la société, que les Français qui ont beaucoup de bon sens le comprennent et que cela se passera, je pense, tranquillement. Oui, quand les autorités religieuses, là pas la droite, les autorités religieuses et des différentes confessions manifestent énormément de réserves et disent craindre, et sûrement pensent craindre, craignent réellement qu'il s'agisse, selon les mots qu'ils emploient, soit de mariage bis, soit de sous-mariage, soit d'une étape vers le mariage homosexuel. Est-ce que ça ne vous trouble pas, cette conjonction des institutions religieuses de confessions différentes? Non, cela ne me trouble pas parce que les confessions religieuses et les institutions religieuses ont une mission particulière. Je la comprends, je la respecte, elles portent un message, qui est un message de la révélation, qui est aussi un message du dogme et qui est un message de valeur, naturellement. Ces messages sont absolument essentiels à notre vie en société. Mais je vais prendre un autre exemple. Vous admettrez que depuis la loi Veil de 1976, je crois, 14 ou 16, je crois que c'est 76, les progrès de la contraception, y compris l'interruption volontaire de grossesse, ce qu'on appelait l'avortement, tout cela est passé dans la société. Je vous ferai remarquer que les grandes confessions, et en particulier l'Église catholique, ont été contre. Sur les IVG, ont été contre. Le sont toujours en ce qui concerne les catholiques, par exemple. Et ça n'a pas empêché le fait que c'est quelque chose d'admis tout à fait désormais dans les sociétés démocratiques. Il faut comprendre que les Églises ont un message particulier qu'il faut respecter, mais qui ne peut pas inspirer entièrement la vie sociale, même si ça contribue au combat au débat des idées. Il y a quand même une question qui se pose. Est-ce que le Pacs n'entraîne pas une espèce d'engrenage qui ferait que demain, le mariage homosexuel sera effectivement autorisé, et puis après-demain, l'adoption des enfants par des couples homosexuels? Est-ce que ce n'est pas dans la logique du Pacs? Non, absolument pas. C'est justement parce qu'il est quelque chose d'autre, parce qu'il n'est pas ce mariage, que vous n'avez pas du tout, vous, à le construire comme un engrenage. La position du gouvernement est claire. L'acceptation par l'opinion, elle est que le Parlement contribue à régler des problèmes de vie commune, des problèmes de succession, des problèmes fiscaux, des problèmes sociaux. Elle n'est en rien, justement, que l'on construise une sorte de mariage bis, voire de mariage homosexuel, si vous voulez cibler cette catégorie de la population, et donc nous nous en tiendrons là, totalement. Bien. Alors débat à partir de demain, puis jusqu'au 13 octobre, théoriquement. Le Pacs, selon la droite, le débat sur le pacte civil de solidarité s'ouvre demain à l'Assemblée. Texte qui a été précédé d'une polémique sur la défense des valeurs du mariage. Dans l'opposition, les avis en fait sont partagés. Tout le monde n'est pas contre le Pacs. Reportage Éric Thibault et Clémence Gel. Christine Boutin en a fait son combat. Porte-drapeau de la droite conservatrice, elle mène une véritable croisade contre le Pacs. Elle défendra 150 amendements. Car pour elle et ses amis, le pacte civil de solidarité n'est qu'un mariage homosexuel qui ne dirait pas son nom. Je ne suis pas favorable au mariage des homosexuels parce que je ne crois pas qu'il soit bon d'ériger en norme l'homosexualité. L'homosexualité est par nature la difficulté d'atteindre l'autre dans sa différence. Et quand on ne peut pas atteindre l'autre dans la différence, c'est l'exclusion. Le libéral Renaud Dutreil est à la tête d'un groupe de 29 jeunes députés qui développent les mêmes arguments.
Ils estiment le mariage menacé et craignent déjà que les homosexuels réclament le droit d'adoption. Face à ce conservatisme, les chefs de la droite, Édouard Balladur, Philippe Séguin ou Alain Juppé, préfèrent se taire. C'est le RPR Patrick Devedjian qui sera leur porte-parole. Mais lui, il s'en tient à des arguments strictement juridiques. Ce que proposent avec ce petit gadget-là du Pacs les socialistes, c'est un truc qui ne tient pas la route et qui présente beaucoup plus d'inconvénients que d'avantages. Seule la députée gaulliste, Roselyne Bachelot, devrait voter pour le Pacs. Elle dénonce les arguments caricaturaux développés par les conservateurs de son propre camp. C'est un contrat tout simple. C'est un contrat qui exprime une solidarité entre deux personnes en dehors de toute connotation sexuelle. Ce n'est pas un mariage homosexuel, bien entendu. D'autres députés de l'opposition, comme Alain Madelin, approuvent discrètement le Pacs, mais ils préfèrent s'abstenir ou simplement ne pas venir en séance. Bref, la droite laissera ses représentants les plus conservateurs monopoliser la parole durant le débat. Depuis ce matin, 9h, c'est un débat passionné qui s'est ouvert à l'Assemblée nationale. Les députés se penchent sur le PACS, le pacte civil de solidarité, qui vise à accorder aux couples ou aux personnes en communauté de vie un statut légal. Quelques 900 amendements ont été déposés, principalement par l'opposition. Le rapporteur ce matin s'est défendu de toute arrière-pensée. Dominique Martineau, Benoît Véran. C'est très irrité que le RPR envisageait ce matin l'ouverture de ce débat sur le PACS. Comme le gouvernement n'est pas content d'avoir une opposition, il a décidé de la faire travailler jusqu'à 7h du matin. Et par conséquent, nous qui avons au RPR nos journées parlementaires à Menton, ça va être un véritable marathon. Eh bien, nous pensons que ce n'est pas un bon moyen, en tous les cas, de respecter l'opposition. Ce n'est pas un bon moyen de travailler non plus pour faire avancer un sujet de société qui est difficile et délicat. Face à une quinzaine de députés de gauche et une trentaine à droite très remontés, le garde des Sceaux a réaffirmé que le PACS n'était pas un mariage bis, mais une nouvelle forme de solidarité. C'est un texte qui ouvre des droits nouveaux sans en supprimer. Il est une avancée sociale parce qu'il encourage la stabilité. Il est une avancée morale parce qu'il encourage la solidarité. À droite, chahut bien sûr, on ne veut rien entendre, décidé à jouer l'opposition jusqu'au bout avec toutes les procédures habituelles d'obstruction pour tenter de rejeter ce texte. Moi j'ai une position très simple dans cette affaire, qui consiste à dire le PACS n'est pas la réponse aux problèmes que pose notre société. Ce qu'il faut, c'est rénover le mariage et adapter le droit de façon à l'adapter à l'évolution de notre société et à la notion de couple en France. Mais sur les bancs de la droite ce matin, on notait certaines absences. Ceux, très rares il est vrai, qui approuvent ce texte, comme Roselyne Bachelot, citée d'ailleurs en exemple ce matin par le ministre de la Justice. Bonsoir. Coup de théâtre à l'Assemblée nationale, les premières défaites pour la gauche, dont les députés n'étaient pas assez nombreux pour défendre dans l'hémicycle le pacte civil de solidarité face à l'offensive d'une droite remobilisée. Déclarée irrecevable aujourd'hui, la proposition ne devrait pas tarder cependant à revenir au Parlement. Dominique Martineau, Benoît Véran. La séance de l'après-midi avait mal commencé. Le ministre est en retard, hué de la droite. Surexcitée, elle est sûre de faire adopter sa motion d'irrecevabilité. La gauche dans l'hémicycle est minoritaire. Au perchoir, Yves Cochet, manifestement troublé, procède au vote. Qui est pour? Qui est contre? L'exception d'irrecevabilité n'est pas adoptée. C'est le lapsus, l'opposition se transforme en furie. Je reprends ma parole. L'exception d'irrecevabilité est adoptée. Rectification, explosion de joie à droite, débandade à gauche, du jamais vu, la droite triomphe, c'est sa première victoire contre Lionel Jospin. Malgré cet appel du Premier ministre hier soir, aujourd'hui ses troupes ne sont pas là. C'est donc pour lui un échec personnel. Donc c'est la première grande défaite de Lionel Jospin depuis qu'il est Premier ministre. Les autres suivront. Je pense que c'est un échec pour la majorité qui est trop sûre d'elle. On ne peut pas gouverner un pays en s'appuyant sur l'idée qu'on a été majoritaire une fois et qu'on l'est définitivement. À gauche, on est loin de pavoiser, mais communistes et socialistes refusent de battre leur coulpe. L'heure n'est pas à distribuer des bons ou des mauvais points, l'heure est à constater qu'il a manqué effectivement là une majorité et qu'on la retrouvera dans la prochaine période, j'en suis certain. Et alors si nous avons reçu un petit coup, eh bien croyez bien que ça va nous rendre encore plus forts et plus déterminés. Chez les Verts, on n'hésite pas à parler de vendredi noir pour la gauche plurielle. Je suis
accablé, je me sens un peu honteux de voir que la majorité plurielle n'a pas été capable de faire passer un texte dont elle était à l'origine. Accablement aussi chez les députés initiateurs de la loi, mais c'est promis, dès ce soir, un nouveau texte devrait être déposé. Il pourrait être examiné les 24 et 25 octobre prochains. Nicolas Sarkozy, bonsoir. Nous allons évidemment revenir sur ce coup de théâtre à l'Assemblée. J'imagine évidemment que l'opposition se félicite. Donc le PACS a été retiré. Il n'y aura pas de débat, en tout cas pour l'instant. Vous souhaitez qu'il y ait un débat dans l'avenir ou vous souhaitez carrément que le PACS passe aux oubliettes? Non, mais il faut d'abord dire que c'est très bien pour M. Jospin qui se rend compte que la démocratie, c'est une opposition et une majorité, qui ne peut pas faire toujours ce qu'il veut, surtout lorsque ça le va contre le bon sens. Deuxièmement, c'est une interrogation. Où étaient les députés socialistes? Soit ils ne viennent pas à l'Assemblée nationale, ce qui n'est pas bien, soit ils n'étaient pas d'accord sur le texte qu'ils avaient eux-mêmes présenté. Dans ce cas-là, ils ont menti à ceux qu'ils prétendaient défendre et représenter. Mais ça, on les écoutera. On ne va pas préjuger alors, S'agissant du PACS, maintenant, le gouvernement s'est pris les pieds dans le tapis. C'était un monstre juridique. Nous, ce que nous avons voulu faire, c'est l'idée que l'on se fait de la famille depuis des années et des années. Alors, nous ne voulons pas que nous le touche. Monsieur alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je vais vous donner tout de suite la parole. Mais avant d'aller au fond, parce que c'est vrai que c'est un problème de fond, on ne pourra d'ailleurs pas faire le débat complètement ce soir. Vous avez gagné là sur une bataille de procédure. Vous imaginez bien que pour les citoyens, ça n'est pas satisfaisant. Alors, madame, excusez-moi, de quels citoyens parlez-vous? Vous pensez que tous les citoyens étaient pour le PACS? Pas du tout, mais je pense que le débat méritait d'être là, ou peut-être faut-il qu'il y ait débat, c'est la question. Le débat, nous l'avons mené. La question préalable a été défendue d'excellente manière. Quel est le problème aujourd'hui? Et je veux notamment m'adresser, puisque j'ai vu dans les différents reportages un certain nombre de réactions de la communauté homosexuelle. Il y a des problèmes qui se posent aux homosexuels, personne ne le conteste. Personne, et surtout pas nous, ne voulons nous attaquer à leur liberté. Nous disons simplement une chose simple et j'espère compréhensible par tous ceux qui nous regardent. On peut résoudre les problèmes des homosexuels au regard de la donation, au regard des successions dans un couple homosexuel, en touchant aux mesures fiscales. Ce que nous ne voulons pas, c'est que l'on touche à la famille, à notre code de la famille, et que l'on crée un vrai faux sous-mariage. Si le gouvernement nous dit il s'agit de résoudre les problèmes des homosexuels par le biais de la fiscalité, nous discuterons bien volontiers. S'il veut porter atteinte à la famille, mais quelle sera votre position le 24 octobre prochain où il y aura débat à l'Assemblée? Madame, je suis désolé, je crains que M. Jospin ne connaisse pas la procédure parlementaire. Car le 24 octobre, ce n'est pas la date pour les socialistes. Car soit le texte est représenté sous forme de proposition de loi, et la prochaine niche parlementaire pour les socialistes, c'est en février, soit le texte est présenté sous forme de projet de loi à l'initiative du gouvernement, et dans ce cas-là, il doit passer devant le Conseil d'État. Il doit passer devant la CNIL parce que le gouvernement voulait ficher les homosexuels, il doit passer en commission, et il doit revenir à l'Assemblée nationale. Il ne suffit pas que de Dunkerque, M. Jospin, qui sait tout sur tout, dise ça sera dans 15 jours. Donc il ne suffit pas que Mme Guigou... Mais pas du tout, madame. Donc vous répondrez... Non, mais c'est ce que vous allez répondre. Les débats, nous sommes d'accord. Mais il y a une procédure parlementaire. Savez-vous que dans une démocratie, il y a des votes? Qu'est-ce qui s'est passé à l'Assemblée? Une majorité de la représentation nationale a dit non à ce texte. Donc on reviendra pour discuter de ce texte dans d'autres conditions qui respecteront les règles de la démocratie. Donc ces autres conditions, si je vous comprends bien, je vais essayer de vous résumer. Oui aux réformes fiscales, mais pas le 24 octobre. Non au démantèlement de la famille. Donc il n'y aura pas de débat le 24 octobre. Pourquoi on voudrait nous faire dire qu'en 2 semaines, il faut tout changer, recommencer. Pourquoi? Parce que les socialistes ont été battus? C'est ça qui est gênant? Alors, une deuxième question tout aussi simple. Est-ce que vous pensez que ce projet cette proposition de loi devrait devenir un projet de loi et que le gouvernement prenne l'initiative de ce débat qui, au fond, est un vrai débat de société? Non, madame, c'est un faux débat de société. On veut faire croire à la communauté homosexuelle qu'on résoudra leurs problèmes en créant un faux mariage, un sous-mariage. Nous disons qu'il suffit, dans le cadre de la discussion budgétaire, que le gouvernement dépose des amendements fiscaux pour résoudre les problèmes de donation et de succession entre 2 personnes homosexuelles, et à ce moment-là, il n'y a plus de problème, madame. Mais si on ne veut pas toucher à la famille, alors on fait comme ça. Si on veut toucher à la famille, on trouvera l'opposition unie, déterminée et très combative. On l'a compris, le PACS ne concerne pas exclusivement les homosexuels. Moi, j'ai pris quelques chiffres. 2 millions de personnes qui vivent en concubinage, 1 million de couples non mariés avec enfants, 39% des naissances qui se font hors mariage aujourd'hui. C'est donc un débat qui concerne la société française. Mais pas du tout, pas du tout. Qui conteste qu'on a le droit de vivre en concubinage? Qui est contre? Savez-vous, madame, qu'un enfant qui va naître dans le cadre du PACS
Est-ce que vous savez qu'il n'aura pas la présomption de paternité? Est-ce que vous savez qu'une femme unie dans le cadre du PACS n'aura le droit ni à prestations compensatoires, ni à pension alimentaire en cas de rupture de ce PACS? Est-ce que c'est ça qu'on veut? Est-ce que c'est ça les grands débats de société? De fragiliser la femme et l'enfant? Non, vous savez, c'est un débat trop important pour qu'on s'en tienne à quelques slogans. Elle est avec nous pour évoquer le PACS et ce qui s'est passé aujourd'hui à l'Assemblée. Roselyne Bachelot, bonsoir madame, vous êtes députée RPR et vous avez une particularité dans ce débat, c'est que vous êtes le seul député d'opposition qui est favorable à ce texte. Alors est-ce qu'à votre avis, ce qui s'est passé aujourd'hui, ça porte un coup au crédit du PACS ou pas ? Je ne crois pas parce qu'il y a un véritable débat de fond qui finalement n'a pas encore eu lieu. Et je lisais un sondage qui est paru hier, un sondage BVA, qui disait que 84% des jeunes de moins de 25 ans sont favorables au PACS, au Pacte civil de solidarité. Et jusqu'à 50 ans, 2 Français sur 3 sont favorables au PACS. Donc de toute façon, aujourd'hui, demain ou après-demain, il y aura un texte qui s'appellera Pacte civil de solidarité, qui s'appellera comme il voudra, mais qui concrétisera ce besoin des Français. Cela dit, sur ce qui s'est passé aujourd'hui, est-ce que vous pensez que les socialistes ont fait preuve de désinvolture ou de manque de courage pour certains d'entre eux? Je crois que, si vous permettez cette vulgarité, Lionel Jospin, sur ce sujet, s'est débrouillé comme un manche. Il a d'abord refusé de faire un texte qui soit d'origine gouvernementale. Il a donc laissé sur un texte aussi important, on l'a vu à travers le débat de société qui s'est déroulé, il a laissé un texte d'initiative parlementaire dans ce qu'on appelle une niche, c'est-à-dire un texte qui ne se discute pas en milieu de semaine, mais qui se discute en fin de semaine. Et encore heureusement qu'il y avait nos journées parlementaires, sinon la discussion aurait dû continuer le samedi et le dimanche, parce qu'il n'avait pas beaucoup l'intention de se mouiller sur ce texte. Alors les députés socialistes, ils ne se sont pas sentis mobilisés parce que leur chef a agi avec beaucoup de lâcheté et pas beaucoup de détermination, et maintenant il en récolte les fruits. Et la droite est très mobilisée contre ce texte, mis à part vous donc. Est-ce que vous pensez vraiment que le PACS menace la famille telle qu'on la conçoit dans ce pays depuis plusieurs siècles? Non, je ne crois pas. Je crois qu'il y a eu... Est-ce qu'il y a lieu de se réjouir de ce qui s'est passé aujourd'hui quand on est dans l'opposition? Non, je ne crois pas qu'il y a lieu de se réjouir ni d'un côté ni de l'autre, parce que finalement il y a énormément de gens à l'intérieur de l'opposition qui voteraient bien ce texte, qui me l'ont dit, qui m'ont dit oui, il y a des problèmes, oui, il faut trouver une solution, et qui s'y opposent parce qu'il faut bien s'y opposer. Et puis de l'autre côté, il y a des députés socialistes ou de la gauche plurielle qui ne sont pas favorables au PACS et qui n'osent pas l'avouer et qui ce soir ont voté un petit peu par leur absence. Moi, j'ai été très frappé, j'ai demandé qu'on me communique la liste des maires de ma circonscription qui avaient voté, vous savez, le fameux appel des maires contre le pacte civil de solidarité. J'ai découvert avec stupéfaction qu'il y avait des maires socialistes de ma circonscription qui avaient voté contre le pacte civil de solidarité. Donc, il ne faut pas en faire de ce débat de société un affrontement droite-gauche. Quand nous avons mis sur pied les lois très importantes, des lois de société qui était l'interruption volontaire de grossesse ou qui était la contraception, on n'a pas dit aux députés de notre majorité d'alors, sur ce texte, il faut que vous votiez absolument tout le monde pareil, on veut voir qu'une tête. On a laissé la liberté de penser parce que c'était justement des textes de société. Donc vous êtes en train de nous dire finalement qu'il y a beaucoup d'hypocrisie des deux côtés. Exactement. Est-ce que c'est parce que finalement ce texte traite principalement de l'homosexualité, même si on l'a un petit peu habillé depuis, et que ça fait encore un peu peur dans une certaine base électorale? Il y a plusieurs... C'est vrai que le texte a été porté au départ par des associations d'homosexuels, et puis on s'est bien rendu compte tout au cours de ces années, parce que moi il y a pratiquement 10 ans que je m'occupe de ce dossier, que finalement des tas de personnes sont concernées. J'ai déposé lors du débat, lors de la préparation du texte, un amendement sur les fratries, pour que le texte concerne les frères et sœurs qui vivent ensemble. J'ai reçu des dizaines de lettres de gens me disant mais oui, on vit ensemble, on est inquiet, on a besoin d'exprimer cette solidarité entre nous. Donc c'est vrai, un texte qui part d'une minorité, mais dont l'ensemble de la société saisit, et finalement c'est ça qui est important sur ce sujet. Merci beaucoup Roselyne Bachelot. Le retour du PACS après le fiasco de la première discussion, les députés ont retrouvé un texte légèrement modifié. Dans la majorité, on a resserré les rangs. L'opposition en fait, elle, une affaire de principe, et elle a déposé plusieurs
plusieurs centaines d'amendements. À l'Assemblée ce soir, Valérie Patol, Marc Félix. Loin de l'atmosphère passionnée d'il y a 3 semaines, Christine Boutin, le premier orateur de l'opposition, a lancé son réquisitoire contre le Pacs. Un discours fleuve, répétitif, de 4 heures devant un hémicycle bien garni. Applaudissements de la droite, colibés de la gauche, la députée UDF accuse la majorité plurielle d'ouvrir une brèche dans l'institution du mariage et de la famille. Une fois qu'on sera pacsé, si on est un couple hétérosexuel, on ne pourra pas refuser l'adoption. On ne voit pas pourquoi les pacsés homosexuels ne pourraient pas, puisqu'ils sont dans le même moule juridique, ne pourraient pas avoir l'adoption. C'est l'enjeu. Qu'est-ce que c'est que ces mascarades, ces contorsions, ces danses du ventre de la gauche ? Une gauche qui s'attendait à cette bataille frontale et sans merci annoncée par la droite. En fin de journée, le garde des Sceaux s'est chargé de défendre l'engagement du gouvernement. Le Pacs ne change rien aux droits actuels de la famille, car la seule cohabitation de 2 individus, pacte ou non, ne fait pas une famille. C'est donc volontairement que le Pacs est sans effet sur les règles de la filiation, de l'autorité parentale et sur les droits de l'enfant. Certes, les communistes et les Verts contestent l'extension du Pacs aux frères et sœurs, mais ils devraient voter le texte comme un seul homme. Toutefois, pour préserver la sérénité des débats, le gouvernement est prêt à attendre la fin du mois de novembre pour faire voter ce Pacs deuxième version. De quoi peut-être amadouer les plus modérés de l'opposition qui savent déjà que les jeux sont faits. Demain, à l'Assemblée nationale, reprise du débat sur le Pacs, le pacte civil de solidarité. Concernant cette proposition de loi, il y a à gauche comme à droite des voix contradictoires. Ainsi, une seule députée de la droite parlementaire est favorable au Pacs. Elle est élue députée en Terre-Angevine. Madame Roselyne Bachelot est catholique et ne craint pas d'affronter une partie de ses électeurs. Portrait d'Arnaud Boutet et Patrick Deschmecker. Car finalement, nous ne reconnaissons ici qu'une communauté, la République. L'émotion dans la voix et les larmes dans l'hémicycle. C'était le 7 novembre à l'Assemblée. Roselyne Bachelot, seule contre tous ses collègues de droite. Aujourd'hui, Madame la députée a retrouvé le sourire dans les rues de la ville. Son visage ne passe plus inaperçu. Roselyne Bachelot connaît la gloire. C'est vrai qu'il y a un sentiment de reconnaissance, mais qui s'est décuplé depuis le débat sur le pacte civil de solidarité. Mais il lui faut maintenant convaincre ses électeurs, tous ceux qui se sentent trahis. Le problème est-elle le reflet de ses électeurs? On peut s'interroger, on peut se poser la question. Et un électeur a-t-il élu un député pour défendre son opinion personnelle ou pour laisser le député travailler en solo? C'est une grande question. Sur ces terres catholiques, le pacte civil de solidarité passe mal. Ici, le combat de Roselyne Bachelot réveille la droite. Exemple, dans ce restaurant où l'opposition municipale UDF et RPR s'est réunie. Et lorsqu'on évoque le sujet, les passions se déchaînent. Parce que le problème de la répudiation, moi c'est une vraie question. C'est-à-dire que du jour au lendemain, on se tire, entre guillemets, de chez soi, on laisse le plus faible, en l'occurrence l'enfant, et son pacsé ou sa pacsée. Moi je peux dire, les enfants de quoi ils sont malades dans la pathologie du désamour? Ils sont malades du divorce tel qu'il existe dans notre pays. Le deuxième point, en ce qui concerne la répudiation, c'est que 80% des divorces sont demandés par les femmes. Ce sont les femmes qui ne supportent pas les mauvais mariages. Ce sont les femmes à qui on impose de rester mariées. Demain, la plus rose des chiraciennes défendra une nouvelle fois le Pacs à l'Assemblée et le combat ne fait que commencer. La tension monte sur la scène politique et cet après-midi, la séance des questions à l'Assemblée nationale s'est résumée à une empoignade entre le gouvernement et l'opposition. Concernant le dossier du Pacs, la députée RPR Christine Boutin a même quitté l'hémicycle en pleurs après une altercation avec le Premier ministre. Reportage sur place, Dominique Martineau, Joseph Tual. C'est Renaud Muselier qui va créer l'incident. Interpellant le Premier ministre, il lui demande d'expliquer sa méthode. Lionel Jospin tire alors tous azimuts. La loi sur l'audiovisuel, la réforme sur la justice, enfin le Pacs, en attaquant bille en tête l'opposition. C'est le choix de confier sa vision de ce problème de société à une députée marginale sur ces questions et outrancière dans ses propos qui a créé des problèmes. Je suis droit dans mes bottes et il y a celui qui préfère ajuster, reprendre et qui préfère dire « je suis souple dans mes baskets ». Touchée, Christine Boutin s'effondre en pleurs. Hilarité sur les bancs des ministres féminins. Se ressaisissant, la députée UDF descend affronter le Premier ministre.
Arrêtée par les huissiers et ses amis, elle invective Lionel Jospin et sort folle de rage. La première chose que j'aimerais dire, c'est qu'à un moment où le Premier ministre veut soi-disant réhabiliter la place des femmes dans la vie politique, je laisse au peuple de France le soin de juger de ses paroles. Première chose. Deuxième chose, puisque je suis une marginale, j'appelle tous les Français à manifester à la fin du mois de janvier contre le Pacs. Tu as très bien fait. Soutenu par tous les députés de l'opposition, chacun y va de son analyse politique sur le dérapage du Premier ministre. Qu'il soit énervé sur sa gauche, c'est son affaire, mais qu'il agresse la représentation nationale, c'est vraiment pas tolérable et digne d'un Premier ministre. On a le sentiment que ce gouvernement perd pied et qu'il s'affole, parce que le calendrier parlementaire lui échappe, que le retrait de textes apparaisse, que le Pacs dure trop longtemps. À gauche, on essaie de minimiser l'incident et on juge très sévèrement la réaction de la soi-disant victime. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'à l'Assemblée nationale, on travaille sérieusement. Et il faut arrêter le spectacle. Sa réaction personnelle de fondre en larmes est malheureusement totalement inadaptée au monde de la politique et qu'il vaudrait mieux qu'elle fasse autre chose. Ambiance électrique à l'Assemblée qui laisse percer l'insatisfaction de tous les députés, de droite comme de gauche, harassés par un calendrier législatif inflationniste. C'est autour de ce grand débat de société, la défense de la famille, que se sont mobilisées ces générations anti-Pacs, des familles entières portant des drapeaux et défilant sous le soleil pour réclamer donc le retrait du projet de loi avant qu'il ne soit examiné par le Sénat au printemps. Un défilé qui avait reçu le soutien de plusieurs associations religieuses de toute confession. Anne-Guéry Abdelzouesh. En tête du cortège, nos ancêtres les Gaulois avaient invité 4 hommes. 4 hommes pour donner à la manifestation une couleur multiconfessionnelle. Avec des sensibilités très larges, très générales, qui montrent que justement on n'est pas extrémiste. Vous voyez qu'il y a toutes les confessions monothéistes qui sont là. C'est une raison importante car on touche à l'essentiel, c'est-à-dire le noyau familial. 4 hommes pour représenter les grandes religions, certes, mais derrière eux, une majorité de familles catholiques s'était rassemblée pour conduire la croisade anti-Pacs. Nous, on a 5 enfants qui ont moins de 10 ans et on est sûr que pour eux, il faut aussi qu'ils puissent constituer des familles et constituer des groupes véritablement forts qui permettront à la société de continuer. On vient témoigner, nous, qu'on est contre le Pacs, c'est pour le mariage et que le mariage peut réussir. Ça peut être une histoire réussie. Cet après-midi, les familles catholiques étaient venues en masse, mais les dignitaires religieux étaient singulièrement absents. Le Sénat a tout simplement supprimé la proposition de loi concernant le pacte civil de solidarité, le PACS. Un amendement du RPR Patrice Gélard a été voté par 216 voix contre 99. Les sénateurs RPR, UDF et Démocratie libérale ont rejeté un texte où le PACS serait pour eux, je cite, un sous-mariage qui ne veut pas dire son nom. Reportage Javi Timbert et Marcel Martin. Là, vous dépassez les bornes. Je suis une femme libre, monsieur le président de la commission des lois. Même la traditionnelle ambiance feutrée du Sénat en a pris un coup. Le PACS, décidément, ne saurait être discuté sans passion. Ici, la droite s'est choisi un nouveau porte-voix, Patrice Gélard, pas mécontent de tenir la vedette. Cet élu RPR a fait voter rien moins que la suppression du PACS. À la place, une nouvelle définition du concubinage, la preuve selon lui que le Sénat sait s'adapter. Merci. Quand on dit que quelqu'un est ringard, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à s'adapter. Là, c'est l'inverse. C'est nous qui nous adaptons et c'est l'Assemblée nationale qui a proposé quelque chose d'irréaliste et d'irréalisable. Le résultat, c'est qu'Elisabeth Guigou se lance dans une nouvelle bataille. Après le marathon de l'Assemblée l'automne dernier, retour à l'explication de texte. Le PACS, ce sont de nouveaux droits en matière de succession, en matière fiscale, un plus pour les couples non mariés, notamment homosexuels. Je note, c'est ça qui me redonne, si vous voulez, malgré la répétition, comme vous dites, des arguments, que tout de même, grâce à l'existence de ce débat, aujourd'hui, très peu nombreuses sont les personnes qui osent ostraciser, en tout cas dans les hémicycles, les homosexuels. Et c'est bien la question centrale qui a aujourd'hui fait débat au Sénat. Un couple peut-il être reconnu dès lors qu'il unit 2 personnes, quel que soit leur sexe ? Il y a
des concubins hétérosexuels, et c'est la grande majorité. Et il y a un concubinage homosexuel, et il est temps de le reconnaître expressis verbis. Ça ne sert à rien, ces précautions. Dans les tribunes réservées au public, la députée Christine Boutin. Elle a pu assister ce soir au rejet du PACS par le Sénat. Rejet de pure forme. Dans 10 jours, l'Assemblée nationale rétablira le texte. En France, la droite est agitée par une nouvelle polémique à propos du PACS. Le week-end dernier, certains jeunes militants se sont en effet élevés contre les positions défendues par Christine Boutin en demandant une modernisation. Le discours semble avoir été entendu au RPR. À l'UDF, en revanche, la députée se dit soutenue par les leaders du parti. Éric Thibault, Alexandre Dupont. Christine Boutin ne renonce pas. Ses larmes ont séché depuis le débat sur le PACS à l'Assemblée nationale et justement, elle en a fait un livre, Les larmes de la République. Certes, elle se dit peinée par les propos tenus contre elle ce week-end, mais elle affirme aussitôt que la position de l'UDF contre le pacte civil de solidarité n'a pas changé. Ce qui est certain, c'est qu'à la fois François Bayrou, Philippe Douste-Blazy et Anne-Marie Drac ont tenu à me téléphoner hier pour me manifester leur soutien et me dire combien ma position était celle du groupe et qu'il n'y avait pas de propos homophobes. Christine Boutin accuse à mots couverts les chefs de l'UDF de tenir un double langage suivant les circonstances. Et pour bien enfoncer le clou, elle brandit les mots de soutien de ses collègues comme autant de bons points. Au RPR, l'affaire est plus simple. Nicolas Sarkozy a pu facilement adoucir son discours contre le PACS car personne n'avait tenu de propos outranciers. Alors, Roselyne Bachelot peut aujourd'hui affirmer que ses collègues la rejoignent petit à petit. 2 tiers des électeurs de moins de 35 ans étaient favorables au pacte civil de solidarité. Et j'avais dit que finalement la droite me remercierait dans quelques années d'avoir pris la position que j'avais adoptée lors du débat sur le pacte civil de solidarité. Je pensais qu'il nous fallait quelques années, je ne pensais pas qu'il faudrait simplement quelques semaines pour en arriver là. Toutefois, le RPR comme l'UDF, à quelques exceptions près, voteront contre le PACS en dernière lecture à l'Assemblée nationale. Bref, derrière l'apparence du discours, la droite cherche encore le chemin de la rénovation. Au terme de la loi, le PACS, ou pacte civil de solidarité, est un contrat conclu par 2 personnes majeures, de sexe différent ou de même sexe. Ce contrat a pour objet d'organiser leur vie commune. Un contrat qui doit faire l'objet d'une déclaration conjointe au greffe du tribunal d'instance. En cas de rupture, une seule volonté suffit à rompre le contrat, toujours auprès du greffe du tribunal. Les 2 conjoints deviennent solidaires de leurs dettes. Au bout de 2 ans de vie commune, le couple pacsé peut prétendre à un abattement sur les droits de succession d'environ 300 000 francs. Après 3 ans de concubinage, les conjoints font l'objet d'une imposition commune sur leurs revenus, comme n'importe quel couple marié. Si les 2 personnes gagnent à peu près les mêmes montants, ça ne changera strictement rien. Par contre, si l'un des membres du PACS n'a pas de revenus et que l'un seulement a des revenus, eh bien, les revenus de ce couple seront cette fois taxés avec 2 parts de quotient au lieu d'une seule part. Donc c'est beaucoup plus intéressant, effectivement. Côté social, le partenaire qui ne pourrait avoir accès à la sécurité sociale pourra bénéficier de celle de son concubin. Les 2 sont également protégés par le Code du travail. Dans la fonction publique, le principe de rapprochement géographique des conjoints éloignés s'applique aux couples pacsés. En matière de logement, le transfert du bail devient possible, notamment en cas de décès pour le conjoint survivant. Enfin, la notion de concubinage doit faire son entrée dans le Code civil, un concubinage élargi aux couples homosexuels. C'est fait, le pacte civil de solidarité a été définitivement voté à l'Assemblée nationale cet après-midi. 315 voix pour, 249 contre et 4 abstentions, dont celle notable d'Alain Madelin et de Philippe Seguin. La ministre de la Justice s'est engagée à tout faire pour que le PACS puisse en pratique exister avant la fin de l'année. Mais outre les appels au président de la République lancés par la députée UDF anti-PACS Christine Boutin, l'opposition compte sur le Conseil constitutionnel pour amender ou corriger la loi, comme l'expliquent Arnaud Boutet et Luc Bachofen. Devant leur clavier de vote électronique, les députés au grand complet attendent le signal. Quelques secondes plus tard, c'est fait, le texte est enfin voté. Pour 315, contre 249, l'Assemblée nationale a adopté la loi sur le PACS.
Soulagement à gauche après un an de bataille parlementaire et 2761 amendements déposés. Mais dans l'opposition, on ne s'avoue pas encore vaincu. Plusieurs recours vont être déposés devant le Conseil constitutionnel, et notamment sur ce que la droite appelle le fichage des personnes. Il est fondé sur, premièrement, une atteinte aux droits de l'homme, qui est particulièrement grave, puisque la loi a pour objet d'obliger les homosexuels à déclarer leurs pratiques pour pouvoir bénéficier de nouveaux droits. C'est une atteinte au secret de la vie privée. La droite juge également que les gratifications fiscales du PACS sont contraires au principe d'égalité. Mais pour les spécialistes du droit, ces recours ne sont pas sûrs d'aboutir. Je crois que la loi sur le PACS est une loi, j'allais dire, un peu hors norme. C'est une loi sur la vie personnelle, c'est une loi sur l'évolution sociale, c'est une loi sur les couples, quelle que soit la nature de ces couples. C'est donc une loi pour laquelle les références juridiques sont très très difficiles à trouver. À partir de sa saisine, le Conseil constitutionnel dispose d'1 mois pour se prononcer. La bataille du PACS n'est pas encore terminée. Si le mariage vous effraie, rassurez-vous, il n'y a plus d'obstacle à l'entrée en vigueur du PACS. Le Conseil constitutionnel l'a jugé conforme à la Constitution, tout en émettant quelques réserves. Elisabeth Guigou se réjouit et espère que le premier pacte civil de solidarité sera signé avant la fin de l'année. Satisfaction aussi du collectif pour le PACS, qui salue à la fois un choix politique et une innovation juridique. Evelyne Goldman. Le Conseil constitutionnel a déclaré les dispositions qui lui étaient déférées conformes à la Constitution. Saisi par 213 députés de l'opposition et 115 sénateurs, le Conseil constitutionnel a donc tranché. La loi sur le PACS n'est donc pas en désaccord avec les principes de la Constitution. Mais le Conseil a émis quelques réserves. Ainsi, il rappelle notamment que seuls les couples hétéros pourront bénéficier de l'aide médicale à la procréation assistée. Cette décision met fin à 10 ans de controverses, d'hésitations et de violents échanges. Dans les couloirs de l'Assemblée, celle qui fut la plus acharnée contre le PACS, Christine Boutin, ne s'avoue pas encore vaincue. Pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce que va faire le président de la République. Je dis qu'il a l'article 10 qui lui donne la possibilité de faire appel au Parlement pour une nouvelle délibération. Je demande solennellement au président de la République d'user de ce pouvoir constitutionnel que lui donne l'article 10. Beaujoueur, le porte-parole de Démocratie libérale, a simplement regretté cette décision. Je suis très triste de voir qu'on impose à la société française un texte sur le plan des principes aussi dangereux, aussi inutile et aussi mal monté sur le plan juridique. Je le regrette profondément. À gauche, l'heure est aux réjouissances et on pense déjà à la suite. On devrait pouvoir enregistrer les premiers PACS maintenant très rapidement et peut-être d'ici à la fin de l'année. C'est désormais au président de la République de promulguer la loi. Quand le PACS a été voté, tout s'est fait très vite. Manuel et Olivier vivaient ensemble depuis 2 ans. Ils avaient envie de légaliser leur union, mais pour la beauté et la force du symbole, pas pour les avantages qui allaient avec. Car dans les faits, leur statut de pacsé n'a pas changé grand-chose, ou si peu. Si, j'ai une mutuelle obligatoire et j'ai pu prendre Manuel avec moi. Voilà. Grosso modo, les avantages que le PACS, donc on a économisé 2000 francs de mutuelle par an. Plus tard, quand leur PACS sera 3 ans, ils pourront aussi éventuellement décider de faire une déclaration de revenus commune. Mais pour le reste, la loi ne présente que très peu de bénéfices concrets pour beaucoup de lourdeur et d'imprécision. La volonté délibérée de ne pas pouvoir prêter le flanc à une quelconque comparaison avec le mariage a abouti à un choix qui n'était certainement pas le meilleur, juridiquement parlant. Notamment dès que des biens sont en jeu. Alors que les couples mariés ont le choix entre un régime de communauté ou de séparation de biens, le régime de l'indivision par défaut s'impose aux pacsés. Tous les biens acquis par l'un ou l'autre pendant le PACS, meubles, voitures ou actions, sont supposés appartenir aux deux, même sans volonté explicite de leur part. Et c'est là où commencent les litiges en cas de rupture de PACS. La séparation, comme celle que vit cet homme, peut alors être très mal vécue. Alors comme vous voyez, la penderie était à lui. Donc il l'a remporté, à l'aide d'un huissier qui est venu estimer que c'était à lui. Et tout ce que contient cet appartement est aujourd'hui objet de conflits entre les 2 hommes. Nous avons été pacsés pendant effectivement à peu près 3 mois. Et la fin est difficile. C'est donc une histoire d'amour qui finit mal avec en prime un flou juridique qui envenime la situation. Alors qu'ils étaient encore pacsés, Frédéric et son ami ont acheté une voiture. Et il est parti avec, donc il a déposé plainte pour le vol des clés. Donc en fait la voiture, d'après mon avocat, nous appartient à tous les deux. Donc ce serait plutôt moi qui devrais réclamer la voiture une semaine sur 2 ou un jour sur 2, où il y a un grand flou.
D'autant que l'assurance était à mon nom, la carte grise au sien, donc c'est vrai que c'est assez... Frédéric Ferrier n'est pas pour autant dégoûté du Pacs. Les couples homosexuels n'ont pas d'autre choix pour entériner leur union. Mais la prochaine fois, il s'assurera de faire préciser chaque point du contrat par un notaire, à moins que d'ici là, la loi n'ait évolué. Après les États-Unis, on reparle du mariage homosexuel. En France, il y a le débat de principe, il a souvent été évoqué, mais c'est le débat juridique qui est maintenant ouvert. Un groupe de juristes a créé en effet un collectif. Il estime qu'aucun élément du Code civil ne s'oppose à ces mariages et plusieurs élus, à Paris notamment, se disent prêts à célébrer de telles unions. Dossier signé Gaël Chauvin, Laurenti. Un regard tendre, c'est tout ce que se permet Jérôme quand il est en public avec Sylvain. Le couple vit ensemble depuis plus d'1 an et s'il rêve aujourd'hui de mariage, c'est que le Pacs, seule reconnaissance officielle possible de leur union, n'est pas une solution satisfaisante. Si nous sommes pacsés, en cas de décès, Sylvain peut très bien se retrouver à la porte du jour au lendemain si ma famille décide de l'en expulser. Bon, ça s'est déjà vu, notamment dans les années les plus noires, du sida. Ça existe encore et le Pacs n'a pas permis de répondre à cette question alors que le mariage le pourrait. Autre limite, le Pacs n'est pas reconnu en dehors de l'Hexagone. Il ne permet pas non plus l'adoption. Des droits qu'apporterait le mariage s'il était légal. C'est justement le cheval de bataille de ce juriste. Pour lui, le mariage homosexuel n'est interdit par aucune loi. À l'époque de Napoléon, c'était tellement évident que les couples étaient hétérosexuels qu'on n'a même pas pensé à introduire la définition du mariage comme étant l'union d'un homme et d'une femme. Eh bien, nous allons jouer justement là-dedans. Nous allons essayer de faire interpréter l'absence de définition du mariage comme étant donc la porte ouverte au mariage homosexuel. Voici le seul article qui restreint le mariage. L'homme avant 18 ans révolu, la femme avant 15 ans révolue ne peuvent contracter mariage. Seul l'âge est imposé, l'hétérosexualité du couple est seulement implicite. Alors, dans ce vide juridique s'engouffrent certains maires. Jacques Bouteau, par exemple, se dit prêt à marier des couples du même sexe dans la mairie du 2e arrondissement parisien. Lorsqu'on se marie, on promet fidélité, secours et assistance à l'autre personne du couple. Je crois qu'il est discriminant d'interdire cette possibilité à 2 personnes qui souhaitent le faire au prétexte qu'elles seraient du même sexe. Mais qu'il soit de droite ou de gauche, peu de maires acceptent l'idée de célébrer ce genre d'union. Ces détracteurs mettent en avant la vocation première du mariage. Le mariage est fait pour les gens de sexe opposé, hétérosexuels, qui veulent vivre ensemble, procréer. Au stade où nous sommes, je considère que c'est au législateur de se prononcer. Aux États-Unis, le maire de San Francisco avait exploité le même type de faille juridique, jusqu'à ce que la Cour suprême suspende les mariages homosexuels.